Bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Donc, merci d'être avec nous. Présentation rapide en 2 temps avec les jolis slides que vous connaissez. Anthony nous a donné une photo avec son plus beau sourire, enfin, un de ses plus beaux sourires. Il va se présenter tout seul comme un grand, mais voilà, on a la joie d'accueillir Anthony Maison qui est CEO chez Jolicode. Et on va parler, alors le titre est forcément accrocheur parce qu'on a peu de place sur les slides, hacker sa veille technologique pour rester au top. La présentation sera très très bien aussi, on a parlé, on a préparé tout ça. Et rapidement, quand même, qui on est, ce qu'on fait, etc. Alors, l'icebreaker, honnêtement, on a déjà rompu la glace parce qu'on a réussi à vous embarquer avec nous en changeant de serveur. Donc ça, c'est déjà l'icebreaker absolu. Et donc, on va tout de suite parler de ce que c'est rapidement l'Happy Hour. Si vous êtes ici, c'est que vous savez ce que c'est. C'est 1 heure en direct sur un sujet du monde de la tech, de culture tech ou lié à la reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, on va parler de veille technologique, qui est un sujet extrêmement important. 1 minute 30 sur O'Clock. On est un organisme de formation spécialisé dans les métiers du numérique, 100% à distance et en synchrone. On forme à peu près 1500 personnes par an sur des parcours de 8 à 10 mois en intensif. On fait aussi un peu d'alternance sur, d'un côté, du dev d'application, dev web, dev mobile, et on a une filière sécurité, réseau, cyber également. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site, tout ça, on est très très bon sur tout ça. Les intervenants, on ressemble à nos photos encore, hein, c'est le fond qui a bougé. Et puis Anthony et moi, voilà, Anthony va se présenter un peu plus largement. Merci Audrey pour avoir dit que c'était la crème de la crème. Voilà, on va dire pas de jugement de valeur. Et voilà, donc Anthony qui se présente. Moi, je suis le patron d'Oclock, mais vous n'êtes pas venu pour moi ce soir, vous êtes venu pour Anthony la veille. Je vous laisse aussi les questions, vous pouvez les poser dans la discussion publique. On a un outil de sondage aussi, mais on est en train de tester la charge. Je pense que ça devrait passer. On fera des petits tests en fin de séance pour éviter de rajouter un bug technique à un bug technique. Donc, les questions par le fil de discussion publique, et Audrey modère tout ça et donne un coup de pied sous la table si on est en retard ou s'il y a des choses importantes à dire. Et la semaine prochaine, un tout petit peu de teasing, on parlera recrutement et donc comment dépasser éventuellement le syndrome de l'imposteur, en tout cas quel est l'état d'esprit pour se différencier, pour se faire recruter sans saboter. Et donc inscrivez-vous, ce sera à la même heure et dans une ambiance un petit peu voilà, un tout petit peu différente parce que les intervenants seront différents et on aura rodé largement le setup d'ici la semaine prochaine. Je change de planche parce on a accéléré la présentation et on arrive à celle d'Anthony que vous devez voir à l'écran. Anthony, est-ce que tu as la main dessus si tu passes d'une à l'autre? Comme ça, je te laisse dérouler. On a une présentation très dense, en tout cas très longue, et donc je te laisse l'animer aussi dans le respect du timing, de ce que tu voulais raconter avec l'emphase que tu veux donner à ces différents sujets. La parole est à toi. Tu es en mute. Tu ne devrais pas être en mute, mais on ne t'entend pas. Oui, la séance est enregistrée pour tout le monde, et donc il y aura un replay disponible. Alors, je ne sais pas si c'est ton setup AirPod ou voilà, mais on ne t'entend pas. Est-ce que tu as un plan B, un micro? On les fait tous hein, aujourd'hui, des tests grandeur nature. Pour reprendre le titre d'un James Bond, sourire peut attendre. Je sais pas comment. Non, sourire ne suffit pas. Est-ce que aïe, 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 aïe. Le bug, le deuxième bug en direct. Ah là, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Voilà, on y Ok, est. super.
Et pour répondre à Et ta question, je vois mon premier slide, mais je ne crois pas avoir la main dessus. ok. Voilà. Écoute, il me fait un clin d'œil à chaque fois et je passe. Non, mais tu me dis, on peut dire planche suivante et puis je, Ok, ça marche. je le ferai. Donc, merci Cyril, merci Audrey pour l'invitation. Et je suis ravi de découvrir aussi ce nouvel outil en même temps que vous. C'est une première pour moi là-dessus. Avant de commencer, un petit mot peut-être pour me présenter. Donc, je m'appelle Anthony. Sur la photo que je vous ai donnée, j'ai peut-être, je crois, 10 ans de moins. Entre-temps, il y a eu 2 enfants et quelques cernes. Donc, j'espère que ça ne se reflètera pas trop dans le talk. Ce que j'aimerais vous dire de moi, c'est que je ne suis pas développeur. J'ai plutôt un background business, école de commerce. Mais ça fait 10 ans que je travaille vraiment aux côtés d'équipe tech. Donc mon quotidien, c'est de travailler avec des développeurs. J'ai commencé par le groupe Casino. Mon rôle était de sourcer des startups pertinentes pour faire des partenariats avec le département innovation dans lequel j'étais. C'était vraiment passionnant. Et j'ai rejoint aussi derrière une marque qui s'appelle Satisfied Running, où j'ai pris la responsabilité de la com digitale et aussi le rôle de mettre au carré un site e-commerce qui avait plein de choses à améliorer sur l'UX, sur les performances, etc. Donc, on a dû bien s'entourer et travailler avec des partenaires pour faire grandir la marque. Ensuite, j'ai rejoint Joli Code, l'agence dans laquelle je suis toujours. J'en parlerai un peu plus tard. J'ai passé différentes certifications, Product Owner, Scrum Master, pour vraiment on va dire, tirer le meilleur des méthodes de gestion de projet et de vraiment piloter des projets avec une plus grosse confiance. Aujourd'hui, je suis directeur opérationnel du groupe, c'est-à-dire qu'on a fait grossir le groupe. Aujourd'hui, on a d'autres agences sœurs et on est aussi à l'origine d'un outil SaaS que je vous présenterai peut-être plus tard. On peut dire à l'oreillette qu'on t'a passé en présentateur, donc normalement tu dois avoir les petites flèches maintenant parce que moi je les ai plus. Ok. Voilà. Ah oui, tout à fait, super. Nice. Donc un petit mot sur Joli Code. Joli Code, c'est une agence web créée en 2012 et notre métier principal, c'est d'aider nos clients à mieux travailler et notamment à mieux travailler sur leurs applications PHP et Symfony. On est une petite équipe de passionnés. On est installé à Paris. Et notre métier principal, c'est les missions d'architecture et de conseil. Donc, c'est des missions très courtes où on vient soutenir d'autres développeurs, d'autres équipes qui ont besoin de confronter leur roadmap, d'avoir un regard extérieur sur leurs applications. Mais aussi qui ont besoin de soutien pour parler architecture, pour poser des questions, pour aller vérifier des métriques. Donc là, on est tous là pour ça. Et c'est ce qu'on aime faire. C'est vraiment, on aime bien mettre le nez dans les projets techniques, dans des projets challengeants. C'est ce qui nous fait vivre et c'est ce qui nous motive au quotidien. Au-delà de ça, on est bien dimensionné pour prendre en main des projets de développement de A à Z, donc en faisant intervenir des intégrateurs et des développeurs back-end. Et on est tout à fait capable de monter des équipes de 2, 3, 4, voire 5 personnes sur des projets web. Assez récemment aussi, on propose d'autres services comme la due diligence IT. Là, c'est quand on discute avec des startups ou des VC qui ont des problématiques de levée de fonds et qui ont besoin de faire des projections sur leur stratégie. On les accompagne dans tout ça, puisqu'il y a beaucoup de choses à mettre en lumière, aussi bien les choses qui sont à améliorer que les opportunités. À côté de Joli Code, on a créé Joli Campus. Joli Campus, c'est un centre de formation qui propose un catalogue restreint de techno.
c'est simplement les technos que nous, on utilise au quotidien et sur lesquels on a vraiment une expertise très pointue. Donc ça va de Symfony à Silius, Elasticsearch, TypeScript ou encore React. Vous pourrez aller le voir par curiosité. C'est vraiment un choix de notre équipe d'animer ces sujets. Ça nous permet de rencontrer énormément de personnes, énormément de développeurs. On a vraiment une passion pour notre métier et on aime diffuser tout ça. Là, je vais passer, mais c'est la liste de quelques-uns de nos clients récents. Ça va de la petite start-up au scale-up, voire le géant du e-commerce. Vous devez peut-être reconnaître des noms. Comme je disais, ce qui nous anime, c'est vraiment les projets techniques où il y a des grosses problématiques de performance, de stabilité ou de sécurité. Et donc, on a de la chance de compter plus d'une centaine de projets depuis la création de Joli Code. Voilà, sans plus tarder, je propose qu'on attaque sur la veille technique. Et j'aimerais commencer par une citation dont je me suis rappelé quand Audrey et Cyril m'ont demandé si je voulais parler de l'importance de la veille. C'est cette citation. Le problème avec un ingénieur, c'est que lorsqu'on lui montre un ciel bleu, ce qu'il perçoit, c'est la diffraction de la lumière. Et en fait, c'est une phrase qui illustre une réalité fréquemment observée dans le domaine du développement logiciel. C'est la tendance des ingénieurs à se plonger dans les détails techniques, parfois au détriment de la vue d'ensemble. Et je pense que c'est tout à fait une bonne introduction pour le sujet de l'importance de la veille technique. Et si on revient sur donc ce podcast, là où j'ai entendu cette citation, c'est un podcast qui s'appelle If This Then Dev, ITTD. Et c'est un podcast passionnant, je vous invite à vous abonner. Et il y a un épisode avec une intervenante qui s'appelle Maya Noël. Elle est directrice générale de France Digital. C'est une association qui réunit depuis 2012 toutes les startups et VC qui souhaitent défendre l'innovation en France et en Europe. Et dans son épisode, elle met l'accent sur l'importance des compétences non techniques pour les développeurs. Alors, selon Maya, l'apprentissage continu et l'adaptation sont essentiels dans le métier d'un dev, car les technologies, comme vous le savez certainement bien, que ce soit les langages, les frameworks, évoluent constamment. Et c'est vraiment pas suffisant de maîtriser la technique. Il faut être aujourd'hui pragmatique, s'intéresser au métier de développeur dans son ensemble, aux pratiques et aux outils modernes pour pouvoir en parler et les comparer facilement. En clair, c'est pas parce qu'on est un dev avec peu d'expérience qu'on ne doit pas avoir un avis sur tel et tel techno. Donc ça, c'est un truc important à souligner. C'est vraiment d'encourager la culture de la curiosité chez un développeur. Et d'ailleurs, Maya, c'est une ancienne recruteuse. Elle souligne que même si l'entretien technique reste important, ça ne fait pas tout chez un candidat. Les entreprises, aujourd'hui, elles recherchent des équipes équilibrées. C'est vraiment comme dans une équipe de foot. Il ne peut pas y avoir que des attaquants. Elles cherchent souvent des personnes capables d'apprendre et de se développer sur le long terme. Aussi, ce qu'elle met en avant, c'est que il y a une vraie importance de l'opérationnel par rapport à la théorie. C'est dangereux de se lancer tête baissée dans un code sans comprendre le pourquoi du comment et faire les choses de manière, on va dire, tête dans le guidon. C'est peut-être manquer de maturité. Et il est important, dans ce cas-là, par exemple dans un process de recrutement, de montrer qu'on s'intéresse au pourquoi et à l'objectif global de la fonctionnalité et puis aussi de l'utilisateur final qu'on aura en face de nous. Et Maya, au final aussi, pour terminer, elle explique l'importance d'avoir une appétence pour tout ce qui va être business pour un développeur. Évidemment, hein, quand une entreprise fait un recrutement, c'est pas pour que le développeur puisse prendre tout son temps pour écrire du beau code et voilà,
montrer toutes ces études d'ingénierie, à quoi ça a servi, mais voilà, être vraiment, encore une fois, pragmatique et savoir que derrière, il y a des attentes très fortes côté business, et donc voilà, de travailler au quotidien dans ce sens. Le sujet de la veille technique m'a aussi fait penser à une autre découverte que j'ai fait pas plus tard que la semaine dernière au forum PHP qui se tenait à Disney. C'est le talk de Pascal Martin. Pascal Martin, c'est un développeur chez Bedrock et il est conférencier depuis 2004. Donc il a vraiment de la bouteille. Et il a fait une conférence sur l'aventure d'une requête HTTP. Hop. Alors, c'est un talk qui a permis d'explorer un sujet que tout le monde utilise quotidiennement, mais qui reste souvent très mystérieux. C'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on saisit une URL dans la barre d'adresse de son navigateur? Ça, c'est une question que Pascal aime bien poser en entretien apparemment, mais il ne voit pas ça comme un piège, mais plutôt comme un tremplin pour aborder la complexité d'une requête HTTP et toutes les technos qu'elle met en jeu. Alors oui, ça implique, comme on voit sur le schéma, plusieurs étapes, plusieurs technologies, y compris les serveurs web, les protocoles de communication, les navigateurs. Et en comprenant ces éléments, le développeur peut mieux optimiser évidemment son projet et identifier plus facilement les goulots d'étranglement. Alors voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que comprendre ce qui se passe en coulisses, c'est super important et ça permet in fine d'améliorer ses compétences. Je pense que ça illustre parfaitement la forme en T. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais je visualise souvent les compétences comme la lettre T, c'est-à-dire la barre horizontale du T pour mettre les bases solides de connaissances techniques. En gros, tout ce qui est essentiel dans la profondeur, on va dire sur toutes les bases qu'un développeur doit avoir. Et la barre verticale, c'est toutes les autres compétences où le développeur va devoir se démarquer. C'est vraiment l'assemblage de tout le reste. C'est une vue d'ensemble. Alors si je devais faire une petite conclusion de ces deux petites histoires, c'est que se tenant informé des nouvelles tendances, en adoptant une vue macro de la tech et en s'intéressant aux autres, un développeur sera non seulement en mesure de rester à jour, mais aussi d'enrichir ses compétences non techniques pour devenir enfin un développeur complet, capable d'évoluer et de collaborer efficacement dans n'importe quel projet. Alors, ok, c'était des belles découvertes, mais je pense qu'il faut aussi s'intéresser à autre chose quand on fait de la veille en tant que développeur, c'est bien évidemment le marché. Là, il y a quelques liens que je voulais vous partager. Le premier, c'est le baromètre de l'AFUP. L'AFUP, c'est l'Association française des utilisateurs de PHP. Tous les ans, ils ont l'habitude de faire cette campagne. Ils sont un nombre important de participants. Et voilà, vous pouvez aller voir dans ce baromètre très très complet les résultats de l'enquête. On y voit vraiment tout ce qui se passe sur le marché francophone. Évidemment, c'est vraiment centré sur les développeurs PHP, mais voilà, ça vous donne quand même des bonnes orientations sur le futur de votre métier si PHP vous intéresse. Il y a aussi We Love Dev. Alors, je connais moins, mais j'ai pu regarder les derniers résultats des enquêtes annuelles concernant les salaires et le bonheur au travail des développeurs. J'ai mis le lien sur le slide. Je vous invite à aller voir. C'est vraiment intéressant de jeter un coup d'œil. Encore une fois, ça donne les grandes tendances, mais cette fois-ci, ce n'est pas que pour le PHP, mais c'est pour d'autres langages. Et évidemment, il y a une troisième enquête qu'il faut vraiment pas négliger, c'est la dernière enquête de Stack Overflow, donc 2024. Là, on est super à jour dans les chiffres. Ça permet de voir
tout ce qui se passe sur l'industrie, donc plutôt à l'échelle internationale, vu que Stack Overflow, c'est largement utilisé. C'est la plus complète, en tout cas, que j'ai pu voir depuis que je m'intéresse au sujet. Alors, le marché, c'est bien comme ça, mais c'est encore mieux quand on essaye de participer. Si je prends l'exemple de Jolicode, on essaye à ce que systématiquement, notre équipe participe à ces grands rendez-vous communautaires en France, que ce soit la FUB Day, le Paris Web, les conférences d'Elastic, etc. Il y a plein d'événements communautaires en France dans lesquels on peut aller rencontrer nos pairs, on peut aller discuter avec eux, et puis voilà, sonder de manière peut-être plus efficace et plus fine le marché et avoir de vrais retours d'expérience. Ça nous arrive aussi de créer et de participer à des meet-up. Donc voilà, ce n'est pas des grands cycles de conférences, c'est des choses un peu plus intimistes, mais c'est chouette. Là, c'est une image d'un meet-up qu'on avait organisé à Lausanne. Mais voilà, on en organise souvent dans nos locaux. Les derniers qu'on a accueillis, je crois, c'était encore une fois des événements de la FUP. Et évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Et en général, ça termine par des bières et une pizza. Donc, c'est super pour se faire des copains, des copines et parler tech. Là, c'est un screenshot des meet-ups que je suivais quand j'étais installé en Suisse. Donc voilà, c'est pour dire qu'à l'échelle de Lausanne, il y avait énormément de meet-up mensuellement. Et je pense que voilà, si vous êtes basé à Paris ou dans d'autres villes en France, il y a largement de quoi faire. Je pense que évidemment ici, tout le monde connaît le site meetup.com. Ça vaut le coup d'être curieux et d'aller creuser. Et puis, s'il n'y a aucune initiative autour de vous, peut-être d'aller la créer. Donc, que retenir de tout ça ce que j'ai pu comprendre après une longue collaboration avec des équipes tech, c'est que le succès d'un développeur, ça passe par 3 choses. C'est l'apprentissage continu, l'empathie et l'ouverture aux autres. Je pense à Jolicode, par exemple, chaque développeur aime apprendre par lui-même et ne va pas foncer tête baissée sur un projet. Il va aller s'ouvrir et aller creuser pour être sûr de prendre la bonne direction avant de rentrer et de proposer des choses, par exemple, à un client. Le deuxième point, c'est que il est important de ne pas s'intéresser qu'aux détails techniques, mais aller vraiment se rapprocher des besoins des utilisateurs. C'est peut-être bête, mais je pense que quand on est en train de produire du code, des fois c'est bien de souffler et d'aller vraiment tester l'application et d'aller parler aux utilisateurs finaux. Et le 3, c'est que avoir une super casquette tech, c'est crucial, mais faut garder en tête qu'il y a un côté opérationnel et business très fort. Je ne sais pas si on peut dire malheureusement dans le métier du dev, mais c'est une réalité. Et voilà, ça sera important, et aussi ça sera très important de voir la philosophie de l'entreprise qui vous recrutera, la philosophie qu'elle porte là-dessus. Et en dernier, comme je disais, donc l'importance de participer à des communautés et des conférences et des meet-up. Ça, évidemment, c'est ce qui va vous construire en tant que développeur. Alors, un petit mot pour parler des outils. On avait noté il y a quelques temps une stat marrante à Jolicode, c'est qu'en 60 secondes, il y a 570 sites Internet qui auront vu le jour, 100 000 missives et 240
caractères et 48 heures de vidéos YouTube qui auront été publiées. C'est vraiment énorme. Et en un jour, sur GitHub, il y a 140 gigas de données qui sont ajoutées, 25 000 dépôts qui sont créés et 7 000 pull requests qui sont envoyés. Voilà, en deux stats, on voit qu'il y a énormément de choses qui se passent sur Internet et que c'est impossible de s'intéresser à tout et d'aller tout regarder. D'où l'importance, voilà, d'être bien outillé et d'avoir une bonne stratégie. Alors après un petit tour d'équipe, je voulais vous partager quelques outils qu'on utilise. Évidemment, les premières habitudes qu'on a, c'est d'aller voir les comptes Twitter, on va dire X, pour faire sa veille technologique. C'est de suivre les comptes officiels, évidemment, que ce soit Django, Laravel, Symfony. C'est vraiment essentiel. Et puis derrière, de se faire des listes avec les corps contributeurs de chacune de ces technos, avec des devs qui s'intéressent et qui écrivent des papiers sur les dernières conférences concernant ces technos, ou alors qui vont essayer d'aller creuser certains sujets, etc. Voilà, il y a vraiment des listes intéressantes. Je crois qu'il y a des listes publiques qui sont déjà facilement trouvables sur X, que ce soit pour PHP ou d'autres technos. Pour ceux qui sont plus familiers avec Reddit, évidemment, il y a les subreddits. Là, ça dépend des technos. Des fois, c'est très quali, des fois, un peu moins. Mais voilà, Reddit, c'est vraiment un immense vivier de données. Ça vaut le coup quand même d'aller creuser et de vous faire votre propre avis. Un outil aussi que je voulais présenter ce soir, c'est DailyDev. DailyDev, c'est intéressant, c'est un réseau professionnel qui permet aux développeurs d'apprendre, de collaborer et d'évoluer. C'est plus privé qu'un subreddit, par exemple. Là, quand on s'inscrit, vous allez pouvoir choisir des mots-clés, donc les sujets qui vous intéressent. Et très facilement, vous allez pouvoir vous construire un feed de qualité, voilà, qui remonte vraiment que des choses pertinentes, pas de pub pour l'instant. Donc on espère que ça continue comme ça. Et on a aussi la possibilité de rejoindre des squads. Les squads peuvent être publics, mais la plupart du temps sont sur invitation dans le but de garantir un niveau élevé de contenu. Et ça, c'est chouette. Vous pouvez aussi créer la vôtre. Donc, je ne sais pas si O'Clock en a déjà une, mais en tout cas, pour un dev, ça peut être intéressant, je pense, de créer une squad, que ce soit pour du personal branding ou au contraire pour capitaliser sur vraiment la communauté O'Clock ou d'autres communautés. Ce que j'aime bien aussi avec DailyDev, c'est qu'il y a la possibilité d'afficher toutes les sources qui ont été partagées et donc de découvrir de nouveaux super sites pour étendre sa veille personnelle. Là, on voit quelques sites bien connus, Dev2, Hacker News, etc. Un autre outil que j'utilise peut-être un peu moins, c'est GitHub. Il y a une page GitHub Trending qui permet de voir un peu l'actualité sur les choses qu'on aime suivre. Ça permet, un truc intéressant, c'est que ça permet de suivre les repos qui sont starés. Et donc, voilà. Je pense que c'est important de voir ce qui fonctionne, là où les communautés se rassemblent. Ça permet d'aller voir un peu comment est foutu le projet, comment il est documenté, comment il est présenté. Je pense que c'est pas mal de mettre le pied là-dedans. Évidemment, il y a aussi les Substack. Donc les Substack, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est un outil qui permet de lancer sa newsletter de manière payante.
Donc évidemment, il y a toujours une partie gratuite qui est bien exploitée en général et qui est intéressante, notamment celle de Happy to Dev. C'est une Substack que j'ai l'habitude de suivre, qui présente de l'actu sur Laravel, Vue.js, plein de choses, qui fait des portraits de développeurs. Donc là aussi, on a des parcours des fois atypiques qui sont intéressants à voir, et ça permet de se faire copain-copain avec et d'étendre son réseau. Une autre Substack qui est assez connue, c'est Hybrid Hacker. C'est des conseils pratiques de développeurs, mais c'est aussi très centré sur l'humain et le développement de carrière du métier de développeur. Donc je conseille, c'est intéressant. Voilà, donc si on lâche un peu ces outils, évidemment, il existe des sites d'actualité comme Hacker News, il y en a plein d'autres. Il y a aussi des podcasts. Je pense aux podcasts de CTOs, de IFTDD et de Génération Remote, dans lequel on apprend énormément de choses. Mais s'il y en a un que j'ai envie de mettre en avant, c'est Code Garage. Code Garage, c'est des épisodes très courts, entre 5 et 10 minutes. Très pertinent, je pense, pour revoir une notion et revoir des fondamentaux quand on est dans les transports en commun, on va dire. Les derniers épisodes parlaient d'architecture en microservices et de comment faire des bons commits. Donc voilà, je conseille, n'hésitez pas à aller l'écouter. Au-delà des podcasts et au-delà des outils, il y a aussi simplement des livres. Je prends l'exemple de l'ouvrage La dette technique de Bastien Jaillot, qui est un des associés et cofondateurs de Joli Code. C'est un livre qui est accessible gratuitement aujourd'hui, et ça permet vraiment de se plonger dans cette notion qui est bien souvent trop vague et mal définie, mais qui fait pourtant partie intégrante d'un projet. Et si je devais l'expliquer avec mes propres mots, je dirais que la dette technique, c'est un compromis pris sur la qualité d'un projet à un instant T. Et comme toute dette, si elle gonfle trop un jour, c'est l'explosion. C'est vraiment un petit ouvrage, je crois qu'il y a moins de 50 pages, qui est passionnant et qui se dévore très, très rapidement. Un peu de publicité, parce que on est vraiment de la sueur et de la motivation et tout notre cœur sur notre blog. Donc n'hésitez pas à aller le lire si vous vous intéressez de près ou de loin aux écosystèmes JS et PHP. Alors maintenant, j'ai envie qu'on parle de quelques outils qu'on utilise au sein de Joli Code. Donc c'est des outils collaboratifs qu'on a développés pour essayer de mieux gérer le sujet de la veille technique entre nous. Et on a fait deux constats. Le premier, c'est que la courbe d'apprentissage d'un développeur est en forme de Gauss. C'est qu'au début, quand on est un nouveau développeur, la courbe d'apprentissage, elle est très rapide et la motivation, elle diminue avec le temps. Et ce qui rend de plus en plus difficile le fait de sortir de sa zone de confiance. Et le deuxième constat qu'on fait, c'est que la veille technique, c'est un besoin croissant. C'est évidemment un effort qui est essentiel pour rester compétitif dans un domaine en constante évolution. On se doit de proposer les technos les plus pertinentes à nos clients et les plus, on va dire, les plus modernes, et évidemment de faire des choix éprouvés, donc des choses qu'on aura pu tester évidemment entre nous avant de les proposer et de les mettre en prod. Et donc tout ça a mené à le développement d'un projet qui s'appelait Baywatch. Baywatch, c'était un projet qui permettait de centraliser la veille de l'équipe Joli Code. Donc chacun dans cet outil pouvait aller glisser un article, pouvait aller bookmarker un article et il se retrouvait visible de tous. Ça nous a vraiment aidé.
on a ajouté dans cet outil plein de fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'était l'archivage des ressources, parce qu'on a trouvé qu'il était des fois un peu embêtant de bookmarker un article super intéressant et tout d'un coup, bam, il était plus en ligne. Donc le Baywatch permettait d'extraire le texte et tous les contenus associés, que ce soit de l'audio ou de la vidéo. Et donc on pouvait retrouver sur le site de Baywatch tout le contenu quand on voulait, même si l'article était désindexé. Il y avait aussi une fonctionnalité de recherche plutôt performante. Et on pouvait y intégrer aussi, chacun pouvait utiliser Delicious, Pocket, Instapaper, GitHub, bref, ces outils de bookmarking préférés. Il y avait aussi une notion qu'on a ajoutée de classification. Donc voilà, chaque bookmark pouvait être associé à un hashtag CSS, backend, et j'en passe. Et il y avait une notion de groupe, c'est-à-dire que au balbutiement de Baywatch, c'était un outil uniquement à destination interne, mais ça nous est arrivé à l'ouvrir à des clients à nous, donc des équipes techniques qui n'avaient, eux, absolument pas le temps de faire de la veille technique. Donc, on ouvrait le groupe Joli Code à eux, et puis, comme ça, ils pouvaient avoir accès à toute la veille effectuée par notre équipe. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de Baywatch ? Alors, la base de code était difficile, il y a eu un manque de motivation relative à Angular, beaucoup de frustration. On l'a refaite en React, et puis au final, c'est un projet qui a été oublié, passé à la trappe, et on s'est concentré sur un nouveau projet qui s'appelle Digest Club. Digest Club, ça ressemble à ça. C'est un peu plus light, mais c'est un chouette projet qu'utilisent de nombreuses personnes et entreprises. Et je voulais vous en parler aussi ce soir. C'est un outil qui a été développé par Premier Octet. Premier Octet, c'est une agence qu'on a cofondée, qui est experte sur les frameworks JS et sur le développement mobile. Et c'est un outil qui permet de sauvegarder facilement des liens, donc un peu comme Baywatch, mais qui permet de les organiser avec soin et de les distribuer sous forme de digest, que ce soit de manière hebdomadaire ou mensuelle. Le partage de digest peut se faire avec un lien public ou par l'envoi d'une newsletter. Et on peut aujourd'hui faire des threads sur X, puisque l'outil intègre Typefully. Alors, je vous invite à aller sur digest.club. Ça, c'est un screenshot d'un de mes digests. Donc moi, je fais ma veille personnelle et je la partage via Digest Club. Mais vous pouvez aussi retrouver celle de n'importe quelle autre organisation, que ce soit Joli Code ou d'autres équipes. Et vous pouvez utiliser évidemment l'outil si vous trouvez ça intéressant. Ça serait super de voir de nouveaux utilisateurs. Qu'est-ce qu'on fait donc au quotidien, nous, avec Digest Club? On a un canal sur Slack qui s'appelle Veille, et à chaque fois qu'on vient partager un lien sur ce canal, il est automatiquement récupéré par Digest Club. Et une fois de temps en temps, on se connecte à Digest Club, on réorganise un peu les liens qu'on souhaite partager, et hop, on publie un digest. On essaye de le faire de manière très fréquente, et ça permet à ceux qui nous suivent sur Twitter de voir les liens qu'on a adorés, donc des choses qui sont autres que les articles qu'on a écrits sur notre blog. Mais voilà, tous les liens qu'on a trouvés vraiment pertinents, cool, et qu'on propose à la lecture. Sous le capot de Digest Club, pour ceux qui s'intéressent, il y a du Next, du Tailwind CSS et du Radix pour l'interface utilisateur. Et c'est Prisma qui vient s'interfacer avec la base de données. C'est un projet aujourd'hui qui est open source, et donc toutes les contributions sont les bienvenues. En plus de ça, le mois d'octobre, c'est l'Octoberfest. Donc on va veiller vraiment à bien recevoir les nouveaux contributeurs,
Il y a des tickets très faciles pour ceux qui veulent se lancer mais qui n'osent pas. Donc c'est vraiment un outil où vous pourrez vous faire les armes et vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner là-dessus. D'ailleurs, toujours en parlant d'open source, c'est vraiment le moment idéal pour franchir le pas. Je ne sais pas si vous connaissez le site Good First Issue. C'est des projets dans lesquels il y a des tickets qui sont vraiment adaptés à des débutants pour qui commencent à faire de l'open source. Vous êtes vraiment accompagné par les équipes de développement de ces projets. Ça les aide beaucoup. C'est un énorme soutien et il y a des sujets plus ou moins techniques, hein. Des fois, c'est simplement réécrire de la documentation dans une autre langue. Voilà. En tout cas, je pense que c'est très important et ça fait aussi partie de la veille technique d'aller mettre le nez dans l'open source et de commencer à contribuer. Voilà pour ce petit tour de piste concernant la veille technologique. Je vous remercie. Écoute, merci à toi. Alors, on a tenu les délais, donc ça, c'est top. Il y a un temps de questions-réponses. Je pense que tu peux enlever aussi maintenant la presse. Comme ça, on se voit. On aura plus de place pour nous à l'écran. Moi, j'ai retenu plein de choses, mais notamment la dimension sociale de la veille. Parce qu'en fait, au départ, la veille techno, on imagine ça un peu tout seul dans son coin, c'est quelque chose d'un peu austère, où finalement, oui, on va regarder on va sur Reddit, on va lire du contenu, voilà. Mais tu mets l'accent sur deux aspects. Un aspect capitalisation et partage dans une organisation, donc ça montre aussi une forme de maturité, parce que c'est bien de partager aussi avec les collègues, parce que ça entretient, et en plus, il y a une sorte de mémoire et une intelligence de l'organisation. Et vous mettez particulièrement l'accent, en fait, sur cette dimension. Tu as été très humble tout à l'heure sur le blog, mais en fait, vous faites pas de SEO, en fait, et la notoriété de l'agence, elle est faite aussi par la qualité des contenus qui sont pris en main par les collaborateurs. Et je trouve que je vois aussi ça avec une casquette chef d'entreprise. Je trouve ça très chouette. Et l'autre dimension en social, tu as parlé de pizza et de bière qui est à 19h, quasiment 19h, un mot-clé important pour beaucoup d'entre nous. Et en fait, il y a cette dimension aussi sociale, IRL, quoi. C'est d'aller dans des meet-up, ce que tu encourages à faire, même si au départ, on va se dire, on peut être timide et qu'est-ce qu'on va aller faire là, qu'est-ce qu'on va aller raconter. Et en fait, pas hésiter, même quand on est junior, à y aller, aux débutants, pour rencontrer d'autres personnes, pour finalement trouver des gens qui sont un tout petit peu plus experts, qui montrent le chemin aussi. Et bien sûr, quand tu arrives dans des endroits où on est 15-20 ou même 30, bon, finalement, on arrive à trouver deux, trois personnes. C'est accessible, en fait, et c'est ouvert. Et c'est aussi ce que je trouve très intéressant dans ce que tu as mis en avant, à savoir cette dimension sociale de la veille. Et après, bon, sur le volet open source, il y a un autre volet de sociabilité qu'on peut mettre en avant, mais qui est moins le sujet de ce soir. Oui, oui, c'est quelque chose que je mets bien en avant. C'est volontaire. J'aime bien rappeler par exemple, une boîte comme Joli Code, que le candidat est bac -12 ou +12, au final, c'est pas vraiment la formation qu'on va regarder. Les choses qu'on va aller creuser, c'est est-ce qu'il a des side projects, même s'il n'a pas beaucoup d'expérience, est-ce que voilà, il travaille sur un projet personnel? Si oui, est-ce qu'il a du code à montrer? Si c'est pas le cas, est-ce qu'il fait un peu d'open source? Donc ça va être son lien GitHub qui nous intéresse. Et au-delà de ça, les questions qu'on va lui poser, ça va être voilà, comment tu organises ta veille au quotidien. Et on va essayer d'aller détecter voilà, son appétence et sa facilité concernant la communication, puisque quand on commence un projet, il n'y a pas d'interface, enfin, il n'y a pas de, on va dire, il
il n'y a personne entre le client et l'équipe de développement. Donc le développeur sera en confrontation directe avec le client. On trouve ça très très bien. Et donc voilà, on cherche des gens qui sont capables d'aller parler, d'aller soutenir des choix techniques, d'aller soutenir des propositions, mais aussi d'assumer des responsabilités. Et ça, ça se travaille. Ça se travaille en prenant l'habitude voilà, d'aller dans des événements communautaires et peut-être aussi en prenant la parole de temps en temps. Parce que je suis sûr que là, ce soir, dans les gens qui nous suivent, il y a énormément de personnes qui ont envie de parler de sujets à des conférences, mais qui ne se sentent pas légitimes. Je pense que c'est pas du tout le cas. Hein. Même des juniors, il y a des super talks moi, que je retiens. Donc voilà, vraiment, on cherche des devs qui n'ont pas peur d'aller s'ouvrir aux autres. Sur d'ailleurs l'intérêt des talks, dans les autres dates qu'on va annoncer, on va faire témoigner d'ailleurs une développeuse qui a profité des talks pour donner une visibilité qu'elle n'avait pas auparavant et gagner en confiance. Donc c'est aussi un sujet vraiment qui nous tient à cœur et je pense que c'est effectivement un bon chemin. C'est le moment de prendre quelques questions. On va pas vous retenir. Alors il y a Front Code Lover qui fait plutôt une blague et qui dit que s'il fait une pull request sur Digest, est-ce qu'il a des moyens de décrocher un boulot en React? Oui. Voilà, il y a un petit smiley qui va avec, donc merci. Donc ça te fait sourire aussi. Ouais. Bien contribué alors. Hein. Et je vais partager un lien dans la discussion pour ceux qui sont intéressés de donner une conférence. J'ai une collègue qui s'appelle Marion qui a écrit un article sur donner sa première conférence. C'est un guide intégral pour les débutants. Il y a plein de choses intéressantes à apprendre. Et puis on a quelques commentaires, allez-y, hein, sur les questions. Oui, Aline nous parlera de ce qu'elle avait fait sur les confs. C'était une sorte de marathon de confs avec des gens qui venaient les uns à la suite des autres. Et puis il y a des gens qui sont davantage visibles ou avec lesquels on accroche. Et dans ce cas-là, naturellement, il y a des gens qui viennent assez facilement vers vous quand on se prête à ce type d'exercice. Il y a John qui évoque une forme de frustration en fait entre quand je vais traduire ça aussi par ce petit côté devenir un rat de bibliothèque, mais en fait il y a une frustration de se dire on va jamais savoir l'intégralité de notre veille et en fait il y a de la frustration associée et surtout si on veut garder une vie en dehors du boulot tout en étant curieux, donc c'est pas vraiment une question, mais effectivement c'est un témoignage de ce côté accepter de pas tout savoir même si ça bouge tout le temps. Ouais. Et puis, ça sert à rien tout à fait, et ça sert à rien de bookmarker, enfin de prendre 5 heures par semaine et de bookmarker sans lien, et en fait de pas rentrer vraiment dans le cœur des sujets. C'est pour ça, si vous arrivez à suivre quelques acteurs pertinents, quelques communautés, ça sert à rien d'aller essayer de chercher ailleurs. Faut plutôt aller creuser quelques sujets par tous les mois, et c'est ça qui va vraiment apporter de la valeur ajoutée à votre casquette. Très bonne question de Quentin, sur quel temps accorder à la veille, selon toi? Alors je suis pas développeur, j'ai pas envie de parler à leur place. Moi je sais en tout cas que personnellement j'accorde facilement 1 heure par semaine. 1 heure par semaine, et j'essaye de m'y tenir. C'est comme voilà, aller à la salle de sport ou lire un livre. J'aime bien avoir des petits rituels où je me dis, bah, tiens, tous les soirs, je vais prendre 30 minutes, je vais prendre 1 heure à lire des pages. La veille, ça doit être un peu pareil. Donc vraiment trouver son petit workflow qui va bien, avoir voilà,
avoir ces liens déjà enregistrés et tous les matins y passer 10 à 15 minutes, ça me semble assez raisonnable, même si on a une vie perso bien chargée. Je vais laisser quelques questions, mais ça risque de bientôt être le mot de la fin, en tout cas. Écoute, c'était des très bons retours. En même temps, les gens sont sympas. On est aussi modérateur, donc si jamais il y a des gens qui pouvaient être un peu moins sympas, ils ne resteraient pas longtemps avec nous. Mais en général, on a une communauté hyper bienveillante. Et donc, ouais, tu as des retours et tu as des émotions. Alors, un peu moins que sur d'autres médias. On n'encourage pas forcément trop les smileys dans tous les sens, mais en tout cas, merci pour vos interactions. C'était très concis. Pour la suite, bien sûr, il y a un replay qui sera accessible pour les gens qui sont inscrits. On le mettra aussi en ligne sur notre chaîne. Vous pouvez voir les autres replays aussi. Il y a quasiment un replay à chaque fois. Et on fera une synthèse en mode article de blog sur le site. Donc Audrey est à votre disposition aussi pour le SAV, parce qu'il y avait des gens qui avaient des questions. Il y avait une question sur le recrutement, et je ne sais pas si elle a été posée, je l'ai peut-être ratée. La personne est partie. Mais en tout cas, on est dispo. N'hésitez pas à suivre donc ta veille et faire votre tri. Ça se cale un peu. Hein, il y a des respirations en fait dans les sources. Je pense que ce qui est important, c'est d'y consacrer effectivement une habitude. Et après, il y a des gens qui perdent leur mojo. Donc, dans un premier temps, ils sont très bons et puis ils peuvent fatiguer. Ouais, et il y en a d'autres qui arrivent. Donc, quand le rapport signal bruit est plus favorable, voilà, il faut changer. C'est pour ça, rejoindre une communauté ou une squad, c'est super important. Il y a des fois où on n'a pas le temps, où on n'a pas la motivation, et les autres font le travail un peu à notre place. Ouais, c'est ce que je retiendrai. N'hésitez pas à venir me parler, que ce soit sur LinkedIn, Twitter. J'ai un compte, mais je suis pas très actif dessus. Mais voilà, LinkedIn ou par mail. Je sais pas si O'Clock partagera mon mail, mais avec plaisir, si je peux vous mettre en relation avec des gens, si je peux vous orienter, je le ferai. Il y a une question de Quentin. Est-ce que c'est plutôt par Jolicode, par Digest, ou en tout cas là, Audrey vient de partager ton LinkedIn. Donc, comme on est encore 76, tu vas avoir 74 demandes de mise en relation, puisque nous, c'est déjà fait. Sur LinkedIn, c'est bien. J'essaie de partager un peu d'actualité. Et le Digest Club, vous pouvez vous abonner au mien, à celui de Jolicode. J'essaye de faire un digest mensuellement. Voilà. Que du bon. Parfait. Je pense qu'on va se quitter là-dessus, parce qu'on a laissé du temps pour les questions-réponses. Okay. C'était toi. Oui, Front Code Lover sur le recrutement, mais je ne vois pas ta question. Si tu peux la reformuler là, je vois que tu es en train de taper, et ce sera le mot de la fin. Si tu tapes sans moufle, on devrait avoir ta question rapidement. Il viendra la poser la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on fait une conf sur comment se démarquer en fait. Comment rendre son profil singulier et se démarquer sans perdre son âme. Donc, ce sera une autre ambiance, un autre angle, forcément un autre interlocuteur. Bon, en fait, là, je ne veux pas interrompre les gens qui te remercient, parce qu'en fait, c'est quand même sympa. Moi, je te remercie aussi pour l'audience, pour O'Clock. Et c'était vraiment très chouette. Et je trouve que cette approche veille, elle est, ça a remis de l'humain, de l'âme, du vivant dans tout ça. Donc, je trouve que c'est très chouette. Et
Et merci beaucoup. On va prendre congé gentiment donc, pour le mot de la fin. On ne vous met pas dehors, mais on vous souhaite une excellente soirée. Et à très bientôt. À la semaine prochaine, même créneau. Merci Cyril, à bientôt. Je t'en prie, à bientôt.